Bon, toujours pas Charlie. Toujours par Charlie. Ouais. Tu veux raconter ce qui lui arrive ou pas en fait? Ouais, le pauvre, on a vidé le garage de l'entreprise parce qu'on avait des meubles à jeter. Et il y a une planche qui lui est tombée sur le pied. Et du coup, c'est cassé le pied. Donc là, il en a rien. On va être content de l'habitude du travail. C'est clair. Pied cassé pour un comptable, ça va être marrant. Quoi. Ça, c'est clair, c'est vraiment la plaie, quoi. Donc bon, bis à lui. Je souhaite bon rétablissement, hâte de le retrouver. Voilà. Bon, toi, ça va? Bah ouais, écoute, ça va. Hein. Voilà, je voulais faire un petit épisode e-commerce là. Est-ce que ça te dit ou pas? Franchement, très notre bonne expérience en e-commerce. On a quand même monté plusieurs. Ouais. Beaucoup d'échecs. Ouais, non, on peut en parler carrément. On va faire un épisode un peu plus court cette fois-ci parce qu'après je dois partir à 18h. Mais ouais, carrément. Ouais. Okay. Ça marche. Mais carrément, ouais. D'ailleurs, encore merci pour tous les commentaires et tout, pour vous abonner, ça nous fait toujours grave plaisir. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des commentaires, à nous donner votre avis et à participer. À chaque fois on répond en commentaire, ça nous fait délirer de voir les gens interagir avec nous, donc ça fait plaisir. Donc n'hésitez pas, donc je le dis pour une fois en début de vidéo parce qu'on est toujours à la fin. Donc faites-le. Pour donner du contexte aussi pour ceux qui c'est la première fois qui nous voient. Du coup on travaille tous les deux dans un cabinet comptable qui s'appelle Eurofiscalis. Donc là on a le suite. Eurofiscalis, c'est un cabinet comptable spécialisé dans l'e-commerce et tout ce qui est commerce international. On accompagne tous les entrepreneurs à faire leur comptabilité, à les accompagner entre autres sur leur développement. Et on essaye d'avoir une communication totalement transparente sur le développement de notre cabinet via notre chaîne YouTube pour expliquer un peu toutes nos stratégies ou réflexions ou actions qu'on essaie de mettre en place pour développer notre cabinet un peu en building public. Et donc à travers ça, ouais, et surtout on partage l'expérience qu'on a eue sur des entreprises qu'on a eues surtout avant, des projets qu'on a fait. Ouais, exactement. Le but du podcast, c'est de parler d'entrepreneuriat, parler de business. Et donc parfois on a des invités, parfois on est que tous les deux. Des fois il y a Charlie quand il est là, qui est du coup un de nos collaborateurs comptables. Et donc voilà, donc on s'inspire en outre de Sans Permission qu'on regarde religieusement toutes les semaines. Donc on a d'autres maintenant qui ont fait aussi ce format-là et donc on adore, on trouve que c'est hyper inspirant, c'est très divertissant, donc on s'est dit on allait faire pareil. Donc voilà, comme ça vous avez le contexte de pourquoi on fait cette vidéo. Bon, du coup toi l'e-commerce a commencé à quand? T'as commencé quand? L'e-commerce, bon, on s'est tous les deux d'ailleurs, on s'est intéressé assez tôt. Alors, pas forcément l'e-commerce, je t'explique tout le départ, à monter des sites web, à créer des sites web, ça depuis, je sais pas, qu'on a 11-12 ans. Bah, c'est toi surtout. Hein. Toi, t'as appris le code HTML, t'as appris C++. Ouais, surtout moi, ouais. Donc, depuis tout petit, ouais, j'aime bien monter des sites web. Mais c'était pas forcément dans l'e-com. C'était tout type. T'en rappelles ton premier site que t'as créé C'était quoi en quel langage? C'était HTML, CSS. Okay. Un peu de PHP, et j'avais fait un site sur OneTree, sur les frères Scott, la série. Ah, ok. Donc tu pourras faire apparaître le truc, la photo. Les frères Scott, le site encore. Ouais, non, le site n'existait plus. Et donc c'était un site fan de la série où je mettais les news, tout ça, quoi. Ok. Et donc voilà. Et après, non, vraiment, l'e-com, je me suis amusé à faire ça. C'était 2017, je crois, le premier, vraiment, que j'ai lancé le vrai, quoi. Ok, c'était quoi comme site? Donc c'était les lunettes de soleil. Okay. Je pense qu'avant ça... T'as jamais fait de l'e-com avant? Je réfléchis. Mais si on avait commencé nos trucs de CBD, c'était pas en 2015, un truc comme ça? C'était avant le CBD? Il y aurait Jim avec nous et il nous dirait. Ouais, non, le CBD, je crois que c'est après. Ouais. Ok. Non, vraiment, le premier site, ouais, c'était ça, quoi. Parce qu'en fait, donc, je travaillais dans un cabinet fiscal qui avait pas mal d'e-commerçants et je vois que ça fonctionnait bien. Et du coup... je m'étais dit, bon, il faut aussi que je lance un site e-commerce, en plus j'ai déjà créé des sites. Et ça existait déjà à l'époque, Shopify? Ouais, donc j'ai fait sur Shopify. Shopify. Donc c'est là où j'ai découvert Shopify, PrestaShop, tout ça. Okay. Donc là j'ai compris qu'il n'y avait pas besoin d'apprendre du HTML, du CSS ou du PHP pour lancer des sites. Qu'un CMS, ça marche très très bien. Donc j'ai monté un site Shopify. Donc en fait, grosso modo, comment ça s'est passé, c'est j'avais un copain on voulait monter une boîte ensemble. Et bon, on savait pas trop quoi faire. Et donc on s'est dit, pourquoi pas faire de l'e-com?
c'est pas trop engageant, on peut travailler n'importe où dans le monde, bref, il y avait plein de trucs, tu vois. Et aussi, ça cartonnait, on voyait encore des clients avec qui on bossait dans la compta et dans la FSK, qui cartonnaient sur l'e-commerce. Et donc, on s'est dit, bon, on n'est pas plus con que les autres, on devrait y arriver. Donc, on s'est lancé dans l'e-commerce et on a monté une marque de lunettes de soleil, donc Kizos. Donc, Ok. Kizos, ça veut dire soleil en amérindien. Et pourquoi avoir choisi une marque de lunettes de soleil? Pourquoi? Ouais, donc en fait, on avait un client avec qui on s'entendait super bien, c'était un jeune, il a une trentaine d'années, et il avait monté plusieurs boîtes à succès. Et on avait échangé avec lui sur le fait qu'il kiffait une marque qui s'appelait, comment elle s'appelait déjà bon, une marque espagnole de lunettes de soleil qui cartonnait. Et il nous a dit, si un jour je dois remonter une boîte, je me mettrai dans les lunettes de soleil parce que je pense qu'en faisant du bon marketing, il y a de la place, c'est petit à stocker, c'est pas périssable. Bon, il y avait plein de critères qui fait que des lunettes, en plus, ça a une forte valeur, tu vois. Il disait que c'était un bon business. Ok, donc en fait, tu t'es inspiré d'un entrepreneur qui avait déjà monté plusieurs boîtes, Ouais. pour plusieurs marques, et que le mec t'avait dit, ouais, si je veux en remonter une, je fais des lunettes de soleil, donc tu te dis, tiens, je vais prendre son idée, Voilà, c'est ça. parce que t'avais sorti ces critères-là, quoi. Ouais. Ok. Donc, Mais t'avais pas ciblé le public ou quoi? non. Franchement, on s'y est pris vraiment à l'arrache, tu vois. Donc, mais on était vraiment motivés à le faire. On s'est dit, bon, en plus, il nous a dit qu'il pouvait nous donner des conseils. Bref, du coup, on s'est dit, allez, pourquoi pas, on va essayer de faire ça. Donc, mon pote, il a quitté son job, moi, j'ai quitté mon job, on a monté la boîte. Et on était à un salon des lunettes à Milan, en Italie, où tu as, je sais pas combien, tu vas avoir 500 fournisseurs chinois ou d'autres de marques et tout qui viennent exposer leurs produits, les nouveaux produits, ils font des conférences sur la profession, etc. Donc on était là-bas pendant 3 jours, on a rencontré plein de monde, etc. On a trouvé un fournisseur, on a récupéré des échantillons, et après on a travaillé sur le modèle, les couleurs, la marque, etc. Tu vois. Mais là aussi, on l'a fait avec un peu notre sensibilité, sans vraiment définir en amont la cible, les personas, Ouais, le les valeurs message. d'entreprise, le message, la marque. Tu vois. On se l'est fait un peu, voilà, comme on le sentait, quoi. Donc bref, on travaille vraiment là-dessus. On fait pas mal de photos. On avait pris un photographe qu'on avait trouvé quand on faisait du réseautage. J'ai demandé pas mal à des copains de faire aussi les mannequins et tout. Il y a Steph aussi qui m'a beaucoup aidé sur Photoshop à faire des bannières, à faire des flyers, etc. Tu vois, pour essayer de créer une identité de marque. Et on a reçu nos produits. Et là, c'était un peu la cata parce que les produits, on s'est rendu compte qu'ils n'étaient pas de bonne qualité. Donc on a mis, pour te dire, on a mis chacun 10 000 euros. Donc, ce qui était d'ailleurs à l'époque tout ce que j'avais. Tu vois. Vraiment, j'avais mis 10 000 euros de côté et j'ai tout mis dedans. Donc il n'y avait pas de. Et là, mon pote, lui, c'était différent parce que quand il avait quitté sa première boîte, il s'était fait licencier, il avait un package. Tu vois, il a eu pas un parachute doré, mais bon, il avait un bon truc. Et en plus, sa boîte, elle aidait, du coup, si tu montais un projet entrepreneurial, il te finançait à hauteur de 20 000 euros ton projet. Tu vois. Ok. Donc lui, il y avait quand même moins de risques, quoi. Donc lui, il avait quand même un peu moins de risques. Et surtout, il avait du coup des sous, quoi. Donc ça, c'était quand même pas mal. Bref, pour te dire que on a beaucoup travaillé du coup quand on a reçu les produits sur le site Shopify, sur essayer de faire des photos, essayer de créer un compte Instagram. Et on a contacté des influenceurs locaux, tu vois, pour leur donner des produits. Et j'ai fait des interviews avec des gars, tu vois, pour essayer de faire parler un peu de la marque. Et donc on en a vendu, je sais pas, peut-être 300, 500, quelque chose comme ça, tu vois. Donc ce qui était pas trop mal. Mais En combien de temps? ça a duré. On a reçu les produits, ça va être en mai. Ok. Donc c'était au début de l'été. Donc encore ça allait, tu vois, au niveau du planning. Peut-être au juin. Et après, durant tout l'été, on en a vendu en 3 mois, tu vois. Ça a duré 3 mois. On a dû en vendre 500. Ok. Et après, d'accord, ok, vas-y, Mais continue. la problématique qu'on a eue, c'est qu'on les vendait, et après, au bout de quelques semaines, on a des clients qui sont revenus vers nous pour dire la qualité des verres n'est pas bonne, regarde les photos, et effectivement, on voyait que au niveau du verre, ça a bullé, tu vois. Donc on leur envoyait notre paire, mais en fait, on s'est rendu compte dans le stock, la plupart des lunettes étaient de mauvaise qualité, quoi. Ok. Donc ça nous a un peu tué dans l'œuf, et après aussi, la problématique, c'est qu'on faisait pas de publicité
Ouais, c'est ça que j'avais posé comme question. C'était quoi ta marge? C'était quoi, comment tu faisais pour attirer du trafic sur ton site? Ouais. C'est... Donc, moi, ce que je sais faire, c'est du référencement. Donc, je me suis dit, je vais faire du référencement. Ok. Référencement naturel sur Google, en créant des articles de blog, des trucs comme ça. Voilà. La problématique, c'est que du référencement sur des lunettes de soleil, tu peux imaginer que c'est pas le... T'as un Ray-Ban, t'en as plein des marques de bien devant toi. Ouais. Pour te dépasser à Flelou, t'es mal barré, quoi. T'es mort, quoi. Donc, ce qu'on aurait dû faire, c'est axer sur la publicité et sur les réseaux. Donc sur les réseaux, on essayait de créer petit à petit une communauté en publiant des photos, etc. Et on faisait beaucoup de shooting photo, tu vois. Et encore une fois, avec des copains, où on avait contacté encore une fois des petits influenceurs de la région pour récupérer des photos. On leur envoyait les produits, tu vois, et ils faisaient des photos, on récupérait les photos, on les mettait sur notre Insta, on les mettait sur notre site, etc. Et donc, via ce biais-là, on arrivait à un petit peu les vendre, quoi. Et bon, surtout, c'était beaucoup du bouche à oreille avec nos copains, avec la famille qui en parlaient et qui étaient dans le vente, tu vois. Et donc, c'est comme ça qu'on a réussi à vendre nos premiers produits. Mais en soi, on n'a jamais réussi à vraiment aller au-delà de vraiment, tu vois, le cercle amical qu'on avait autour de Nice, quoi. Et parce qu'on faisait pas de publicité. Donc, après, au bout d'un moment, on a fait un peu de publicité. Mais là aussi, c'était des budgets importants, quoi. Parce qu'on n'était pas formés. On avait contacté une agence pour nous accompagner, mais là aussi c'était hors de prix, on n'avait pas d'argent, tu vois. Donc c'est toi qui faisais les publicités Facebook, Instagram, ça, ouais. Et là aussi, comme on savait pas faire, on n'avait pas de retour sur investissement, du coup on a arrêté. Et après, tu faisais pas encore des A/B tests sur plusieurs pour voir après qu'ils fonctionnaient, donc du coup supprimer celles qui ne fonctionnent pas et pousser celles qui fonctionnent un peu plus. Ouais. Il n'y a pas de stratégie après claire derrière, quoi. Non. Donc après, on est parti sur une autre idée où en fait on a vu que les petits influenceurs locaux, ça a fonctionné. Okay. Où effectivement, quand ils postaient sur leur réseau, on avait quelque part, on mettait un code promo, tu sais, et on voyait effectivement il y avait un petit peu de commandes. Okay, donc ça marchait déjà. Donc ça marchait déjà, donc c'était ouais. Okay. Et après, quand ça coûtait cher. Ça coûtait cher. Alors en fait, c'était des gens qui avaient 10 000, 20 000 abonnés, tu vois. Donc ils demandaient juste si on leur donnait 2-3 lunettes, ils étaient contents, tu vois. Okay. Et en plus, c'était, je pense, leur début, donc ils étaient juste contents que des marques les contactent. Ouais, donc, mais non, c'était pas des gros influenceurs avec 100 000 cas. Non. Ok. Donc, et après, quand on a travaillé sur l'identité de marque, on s'est dit, on n'a pas d'éléments différenciants par rapport à d'autres marques. Parce qu'on n'avait pas beaucoup travaillé là-dessus. Donc du coup, quand on a bossé là-dessus, on s'est dit on va essayer de faire quelque chose sur le côté arty, sur le côté artiste. Donc on a trouvé des graphistes et on voulait du coup faire des collaborations avec eux. Ou en soi, donc là plus ciblé, comment dire, un avatar street art, quoi. Ouais. Ok. Et après du coup, on s'est dit on va se baser du coup sur leur communauté, tu vois. Où en fait, grosso modo, c'est ils vont pouvoir imaginer une lunette, tu vois, dans leur univers à eux, et donc on va pouvoir après commercialiser cette lunette auprès de leur communauté, et donc le gars qui suit cet artiste, il sera content d'acheter la paire de lunettes que aura confectionné l'artiste, tu vois. Ok, ouais, donc ouais, c'est l'artiste qui peint en gros concrètement la lunette, quoi. Voilà, le design. Ça. Ok, c'est pas mal ça. Donc ça, c'était pas mal comme idée, tu vois. Donc après, on a bossé un peu là-dessus, et on a trouvé du coup des graphistes qui allaient pour taguer un peu autour de chez nous et qui avaient une petite communauté sur Instagram. Et du coup, ils nous ont fait des graphes avec Kizos, on a pris des photos avec eux, on a fait un salon sur Monaco où tu avais un mec qui avait fait des graphes lors du salon, donc ça, c'était pas mal aussi. Mais bon, mais après, on pouvait pas encore faire le système avec la lunette personnalisée de l'artiste. C'est simplement, là, ils utilisaient la lunette qu'on avait déjà parce qu'on avait déjà 2000 lunettes en stock, tu vois. Et on mettait un certificat avec leur signature, comme quoi c'était brandé chez eux, quoi. Mais bref, donc voilà, on a vendu encore une dizaine comme ça, mais ça n'a pas explosé, tu vois. Donc, et après, au bout d'un moment, comme on avait cette problématique avec les lunettes de mauvaise qualité, on a arrêté de vendre parce qu'on avait trop de retours, quoi. Okay. Et là, on a contacté le fournisseur en Chine pour dire comment ça se fait, quoi. Et donc, il nous a expliqué qu'effectivement, ils avaient eu un problème au niveau de la production, que c'était pas le bon moment pour faire les lunettes, parce que c'était trop humide à ce moment-là à l'usine. Et du coup, 3 mois plus tard, ils nous ont renvoyé à peu près 1000 paires de lunettes. Mais là, on était après l'hiver, tu vois.
Donc là, après, la saison était finie. Nous, on n'avait plus du tout d'argent. Les 20 000 € qu'on avait mis de base, on n'avait plus rien. Parce qu'à chaque fois, bah, tu vois, il faut acheter le stock. Et après, tu payes toujours le consultant pour t'aider. Tu payes ta publicité Facebook. T'envoies. Ouais, t'as quand même pas mal de frais, quoi. Et t'as la compta, t'as plein de trucs, quoi. On avait pris un avocat pour rédiger les CGV. Tu vois, t'as toujours plein de trucs. Et bref, donc à la fin, on n'avait vraiment plus rien. Donc on a décidé d'arrêter, quoi. Ok. Donc c'est dommage parce que c'était. Ouais, c'est une belle aventure, tu vois, d'essayer de créer une marque, travailler sur l'identité de marque. Encore une fois, qu'on avait commencé au départ, on s'était pris un peu à l'arrache, on n'avait pas vraiment d'identité de marque, donc c'était pas, il n'y avait pas vraiment d'effet différenciant. Mais après, quand on a commencé à travailler avec les taggers et essayer de comprendre cet univers, et qu'on a travaillé avec les influenceurs et tout, là, c'était quand même assez plaisant, quoi. Tu vois, du coup, on faisait pas mal de networking, on allait les rencontrer, parce que c'était que des trucs locaux, tu vois. On faisait des shootings photos et tout, c'était cool, quand même. Ok. Mais bon. Et justement, alors, si tu veux donner des conseils, tu vois, à des jeunes qui veulent se lancer dans l'e-commerce, tu vois, genre, c'est quoi qu'il faut vraiment faire attention, ou voilà, faut pas se planter, ou en gros, les erreurs en fait que tu as commis, tu te dirais, bon, vas-y, si je remonte je ferai pas ces erreurs-là, quoi. Ouais, donc déjà, je pense qu'il faut bien identifier le produit que tu veux vendre et qu'il soit un peu différenciant de ce qu'il y a. Et il faut que ça soit sur une niche. Nous, c'était trop mainstream, et du coup, on n'avait pas vraiment de valeur ajoutée sur notre produit. Et en plus, c'était très difficile de cibler une personne qui voulait acheter notre produit, puisque on ciblait tout le monde. Donc, pour communiquer, c'était très dur. Donc, je pense que la prochaine fois, si je me lance dans l'e-commerce, j'identifierai d'abord la cible et je prendrai une niche, tu vois. Par exemple, je sais pas, le mec, on avait rencontré une fille, elle cartonnait, elle vendait les inserts pour les sacs Hermès. Parce que quand tu achètes un sac Hermès, il n'y a pas d'insert, tu vois, c'est juste un baluchon, tu mets tout dedans. Et donc, elle vendait les inserts pour avoir des compartiments dans ton sac. Donc là, déjà, c'était high value, tu vois, c'était à étiquette son truc, là. Et surtout, c'était hyper facile de cibler les personnes, tu vois. Donc, et après, elle était reconnue, c'était la marque qu'il fallait avoir pour acheter les inserts pour les sacs Hermès. Mais c'était hyper ciblé. Et elle faisait que les sacs Hermès, tu vois, elle faisait pas Louis Vuitton ou quoi. Et donc ça, je trouve que c'était assez smart de faire ça, parce que c'était hyper niché. Et là, elle faisait des chiffres intéressants, alors que c'était vraiment une petite population sur un... Voilà. Et donc, à refaire, je referais ça. Bah, c'est sûr que je pense que trouver la niche, je pense aussi, c'est le plus facile en fait pour que ça marche. Après, tu as des marques comme Kabaya, tu vois que leur public il est très large, tu vois, ça parle à la famille du père aux deux enfants, quoi. Tu prends la marque de tongs, là, comment ça s'appelle là Havaiana ou un truc Ouais, comme ça, ouais. pareil, tu vois, ça parle à tout le monde aussi. Mais c'est vrai que c'est quand même des exceptions, quoi. Souvent vraiment pour cartonner, il faut savoir s'adresser à une personne. Et justement, au moins tu sais que tu connais cette personne-là, quoi. Ouais. Alors après, sinon il faut avoir un concept. Tu prends Kabaya, ils ont commencé avec les bonnets. Bon, toi tu l'as interviewé, donc tu connais bien l'histoire. Mais ils ont fait le bar à bonnet. Où on pouvait changer le pompon. Et après, ils étaient hyper forts en marketing. Je pense qu'il y avait une bonne vision. Le produit était bon. Voilà. Après, bon, moi je pense pas avoir cette être comme Bastien. Donc, bon, effectivement, tu as des marques à succès qui sont tout de suite sur du mainstream. Mais en tout cas, je pense que voilà, pour commencer, Ouais, faut c'est trouver plus une niche. facile quand même d'aller sur une niche. Tu vois, on a un client aussi, il vend tous les accessoires Tesla, Model 3, tu vois. Donc là aussi, c'est plus facile de cibler, de faire du contenu, et d'être l'expert dans l'accessoire pour Tesla, que faire de l'accessoire pour tout type de voiture. Parce que là, tu as tous les Noroto, tout ça qui sont dessus, quoi. Donc ouais, à refaire, je referai ça. Ok. Donc ça, c'est première chose. Deuxième chose, je trouve que 20 000 € comme budget pour stocker, c'était pas énorme finalement. J'avais l'impression au départ que c'était un gros montant, mais finalement ça va vite en fait quand tu stockes, quand tu achètes la marchandise. Quand on a acheté la marchandise, je sais pas, ça nous a coûté déjà 10 000 balles juste pour acheter la marchandise et la faire venir en France. Et du coup, après, il te restait plus que 10 000 € pour tout le reste, et 10 000 €, ça part très vite. Donc à refaire, soit j'ai un plus gros budget, et du coup, vraiment, je peux me lancer sur du stockage et acheter mon propre produit, soit je ferai plutôt du dropshipping. Comme ça, j'ai quand même moins d'investissement. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et après, je travaillerai plutôt sur... ouais, je ferai pas de référencement sur le site e-commerce, ça c'est sûr. Je pense que ça sert à rien. Et je me formerai beaucoup plus sur la publicité. Voilà, ça c'est... De toute façon, c'est ça, hein. Nous, on le voit hein, avec nos clients, hein, ce qu'ils nous disent comme retour. Hein.
le plus dur, en fait, c'est de ramener du trafic sur ton site. Tu crées un site internet, personne ne te connaît. Ah, t'as le plus beau site du monde, mais personne va dessus. Ah, c'est ça. Ouais. Donc, et après, donc, du coup, tu es obligé de faire des ads pour pouvoir promouvoir ton site. Et les ads coûtent très cher. Donc, ouais, non, c'est sûr que c'est ça. Il faut savoir, du coup, bien cibler tes publicités. Donc, c'est pour ça que trouver une niche, c'est hyper important. Comme ça, tu peux vraiment cibler la bonne personne pour en fait les faire venir sur ton site et ensuite que ton site puisse après convertir réellement, quoi. Ouais. Et après aussi, je pense qu'on a passé énormément de temps sur le site internet. Encore une fois, pour qu'il soit parfait, etc. Mais je pense parce que c'était vraiment notre zone de confort, tu vois. Encore une fois, créer les sites web, c'est ce qui me plaisait. Et donc, je passais beaucoup de temps dessus. Je voulais que ça soit vraiment parfait, avec les belles photos, tout ça. Mais encore une fois, c'est ce que tu dis. Si ton site il est parfait, mais que personne ne va dessus, ça sert à rien. Donc, je pense qu'il fallait en fait sortir un peu de notre zone de confort et aller chercher plutôt des leviers pour avoir de l'acquisition client sur le site. Alors que voilà, je pense que je me suis un peu caché sur le fait de, ok, moi mon rôle c'est de créer un beau site, je passe du coup 60% de mon temps sur ça, quoi. Alors que je pense qu'il aurait fallu passer peut-être que 5% du temps, quoi. Donc ouais. Ok. Bon belle expérience en tout cas. Donc belle expérience, bon j'ai perdu 10 000 balles. Belle expérience à 10 000 euros, mais bon. Ouais, mais franchement c'était quand même un bon moment de ma vie, ça a duré 6 mois. Encore une fois, j'étais content de voir les copains, tu vois, qui essaient de faire en sorte que ça fonctionne avec toute leur énergie, à bien vouloir faire les mannequins, à publier sur leur réseau à eux. Tu vois, j'ai ma femme aussi qui a énormément participé, qui était aussi à fond. Donc c'était quand même cool de le faire. Après, après on peut pas toujours réussir. Et ça, voilà, t'apprends quand même des choses, quoi. Non, mais c'est sûr. Donc ouais, ça c'était ma première expérience. Ok. Toi, t'as eu quoi comme première expérience ? En e-commerce, moi c'était... j'ai eu plusieurs trucs. Déjà, j'avais un petit site e-commerce, mais c'était plus pour mes restos où les gens ils pouvaient commander directement leurs plats et leurs trucs sur mon site. Mais bon, c'était plus de la réservation concrètement que vraiment un site e-commerce pur et dur. Ensuite, j'avais eu un site de CBD quand j'ai eu ma boutique où les gens pouvaient, ils pouvaient vraiment commander dessus. Et ensuite, j'ai eu des sites de print on demand où j'avais fait la marque Papa avant tout. Une belle aventure de 2 mois. 2 mois d'été, quoi. Où là, pareil, j'avais fait un Shopify. Donc, je peux partager ça si tu veux. Allez. Print on demand, pour ceux qui connaissent pas, en gros, concrètement, tu crées un site e-commerce où en fait tu vas connecter en fait ton site à des imprimeurs ou des boîtes qui vendent du textile, c'est ça, des imprimés. Ouais, exactement. Et concrètement en fait tu vas choisir après les pulls que tu veux, les t-shirts, ce que tu veux, et après tu vas faire le design de ton vêtement, le mettre sur ton site, et dès que les gens commandent sur ton site, ça va envoyer la commande du coup au fabricant, et c'est lui, le fabricant, qui envoie ton produit à ton client. Donc concrètement, ce qui est bien, c'est que c'est un peu comme le dropshipping où concrètement t'as pas de stock. Tu peux avoir du coup plein de couleurs, plein de tailles différentes et tout, parce que c'est vrai que dans les vêtements, c'est quand même ça la grosse problématique, hein, c'est que concrètement, si tu veux lancer, je sais pas moi, une nouvelle collection, il te faut du S, il te faut du M, il te faut du XL, tu vois, en quantité quand même importante. Donc, il faut plusieurs modèles. Des couleurs différentes. Donc du coup, pareil pour les chaussures, tu vois, il te faut plusieurs pointures. Donc bon, pour stocker, etc., c'est quand même très compliqué. Donc le print on demand, pour ça, c'est génial. Parce que du coup, c'est pas toi qui t'en occupes. Tu peux créer de ton design, facilement, de ta marque, et c'est tout. Donc du coup, j'ai fait ça. Et ça, tu as découvert comment ce business ? C'est connu, ouais. Bon, je sais qu'il y en a plusieurs clients qui le font aussi. Ouais. Qui marchent bien d'ailleurs, ils font des chiffres d'affaires à plusieurs millions, hein, certains même. Ouais. Bon, après, la grosse problématique de ça, quand même, c'est que la marge, elle est quand même assez faible, ouais. quand même. Parce que bon, concrètement, les fabricants, c'est un peu des vendeurs de pelles, quoi, tu vois. Donc toi, tu creuses ta mine, mais bon, lui, il a vendu ta pelle, quoi, tu vois, derrière, quoi, tu vois. Donc, donc la marge, elle est quand même assez faible. À part si tu crées vraiment une marque high value vraiment forte, où tu peux mettre des marques quand même importantes, mais si tu crées une marque, tu vois, vendant des t-shirts à 30 balles, la marge elle est quand même faible, parce qu'après du coup il faut quand même ramener du monde sur ton site, du trafic, donc tu payes quand même des publicités, etc. Donc du coup c'est quand même pas facile d'exister quand même dans ce monde là, quoi.
Ça, je trouve que c'est dur l'e-commerce parce que euh, tu bosses à fond. Tu payes tout le monde, tu vois, tu payes Facebook pour la pub, tu payes ton comptable pour faire la compta, tu payes ton fournisseur pour le produit, donc tu payes tout le monde est content, et toi à la fin tu peux pas te payer parce que t'as pas assez de marge. Donc en fait tu bosses pour les autres, Ouais. et je trouve que ça c'est vraiment... voilà, il faut avoir une marge intéressante, et c'est hyper important de travailler sur sa marge parce qu'effectivement si on ne t'arrive pas à te payer, et, à la fin du mois toi t'es content, tu te dis bon ça m'a rien coûté, mais en fait t'as bossé tout le mois à fond pour que tous les autres soient contents et soient gravés sur toi en fait. Non mais ça va vite, hein, parce que sur Shopify, tu payes Shopify, après tu vas prendre des plugins, à chaque fois ça va être 10 balles par mois, tu vas faire de l'emailing, parce que tu as trouvé un nouveau truc, ça va te faire des automatisations, hop, bah, c'est encore 10 ou 15 balles, tu vas trouver après des templates sympas, hop, c'est encore je sais pas combien, après tu veux récupérer des avis, des trucs, pareil. Non mais c'est sûr que ça va très vite, hein. Franchement ça va très vite, et donc du coup, si t'es pas bon sur la marge, t'es mort. Franchement t'es mort. Mais après le côté très sympa c'est ça, c'est que tu peux créer tes vêtements, tu vois, Moi t'as le côté créatif. c'est vraiment le côté créa qui est vraiment Là top. t'en avais fait beaucoup des produits? Ouais, j'en avais fait une bonne trentaine, hein. Là tu faisais comment pour avoir les idées pour les créas? Bah moi je le faisais Pinterest, je trouvais des idées, après je le faisais soit sur Photoshop, soit sur Canva. Voilà, principalement. Et après, donc toi, donc c'est papa avant tout, tu m'avais dit. Donc c'était pour Le cibler concept en les gros jeunes concrètement, parents. voilà, le concept c'est ça, c'était cibler les jeunes, les nouveaux papas ou les trucs comme ça. Parce qu'il y avait beaucoup de trucs sur la fête des pères, tu vois, fête des mères et tout. Mais souvent, je trouvais ça quand même assez moche quand même, tu vois. Ou c'était très bof, concrètement, tu vois. C'était le côté très bof. Donc je me suis dit, tiens, ça serait pas mal de créer une marque un peu plus stylé, quoi. un peu plus stylée. Donc voilà. Ok, donc t'as fait ça 2 mois. T'as eu Donc peu de ouais, ventes. Parce qu'il n'y avait pas de trafic, c'est ça? Ouais, exactement. En fait, c'est ça, c'est toujours la problématique, c'est ça, c'est que c'est toujours cool quand tu te lances parce que voilà, tu crées ton site internet, tu découvres plein de trucs, tu fais tous tes designs et tout de vêtements. Donc ce côté-là, en fait, il est vraiment ouf. Mais après, c'est ça, après, tu commences à faire tes premières publicités, tu vois que ça te coûte quand même de l'argent, t'as pas beaucoup de retours, tu vois que tu convertis, tu convertis pas concrètement, donc des fois tu peux avoir du trafic, mais ça convertit pas derrière. Donc c'est quand même pas simple. Franchement, c'est quand même pas simple. Et surtout, c'est que les marges, même s'il y avait peu de ventes, bah, les marges que je faisais, après, en gros, tout partait en publicité ou dans des plugins, quoi. Donc du coup, c'était quand même assez dur. Ok. Et après, parce que dans ton podcast à la conquête du monde, tu interviewes pas mal des entrepreneurs, notamment qui ont des sites e-commerce, qui ont fonctionné. Ils ont quoi comme bonne pratique pour justement se lancer et passer du coup la barre des 10K, des 20K, des 100K et notamment faire attention à leur marge, tout ça. Et t'as ressorti quoi des interviews? Bah, c'est surtout sur la publicité. Généralement, ils arrivaient quand même à tirer du trafic dessus, donc à mettre un bon budget. Ils utilisent aussi des influenceurs pour faire connaître leur marque. Et après, souvent, généralement, ils arrivaient très vite soit à revendre en B2B, donc avec des revendeurs, soit à créer leur boutique en retail. Tu prends Max et Léa, donc ils ont créé leur site e-commerce. Au début, c'était très dur, pareil, ils n'avaient pas beaucoup de trafic, etc. Donc après, ils ont commencé à vraiment mettre beaucoup d'argent en publicité. Donc c'était du 1000 euros par jour, 2000 euros par jour. Ah oui, d'accord. Ouais. Mais du coup, le chiffre d'affaires qu'ils faisaient, ça partait en pub, quoi, concrètement, quoi. Donc après, ils ont utilisé Amazon. Donc ils ont fait un deuxième canal d'acquisition avec Amazon. Où, pareil, c'était assez compliqué parce que la marge qu'ils avaient, concrètement, ça partait en frais Amazon. Mais bon, disons que ça faisait du volume de vente. Ouais, donc eux, ils cherchaient le volume et pas forcément la rentabilité. Bah ouais, exactement. Parce qu'ils voulaient avoir une notoriété de marque. Bah du coup, ça faisait connaître la marque, etc. Et après, grâce à ça, ils ont pu aussi après rentrer du coup à jouer club, tu vois, dans des magasins en retail. Donc c'est surtout ça en fait. Il faut passer le cap. Au début, il faut quand même avoir un bon budget quand même pour investir. Encore une fois. C'est ça. Sauf si tu fais du dropshipping où là c'est un peu plus différent, mais sinon si tu veux vraiment lancer ta marque, il faut quand même. Ou sinon après, faut être bon sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ce qui marche bien, c'est ça, c'est créer du contenu sur les réseaux, essayer de se démarquer justement avec des vidéos créatives, tu vois, qui marquent le truc. Et comme ça, du coup, c'est gratuit.
Donc il y a cet axe-là aussi qui peut fonctionner aujourd'hui. Autre que les publicités, quoi. Ah ouais. Création de contenu en vidéo. Donc du coup, voilà, essayer de faire grossir la communauté. En gros, c'est ça. Ok. Mais ouais, non, c'est sûr que l'e-commerce, c'est pas simple. Hein. Moi, il y en a plein, hein, des prospects qui nous appellent. Ah oui, je lance mon truc. Bon, Ouais, c'est non, que ça c'est va être clair. dur. Hein. Bah, nous, il y en a pas mal aussi. Encore une fois, comme on est cabinet comptable, on gère également la TVA pour les boîtes qui travaillent à l'international, notamment sur Amazon. Et donc, on a pas mal d'e-commerçants. Et on en a pas mal qui, au bout de 2-3 ans, ils arrêtent. Hein. Ouais, j'imagine. Ouais, non, on a un turnover là-dessus de clients, non pas parce qu'ils sont pas contents du service, mais parce qu'ils arrêtent leur activité. Ça arrive je sais pas, peut-être une dizaine ou une quinzaine par an, quoi. Donc, Non, mais après, franchement, c'est pas simple. C'est sûr que souvent, j'en parle, des projets avec justement les prospects qui nous appellent. Tu vois, il y en avait une, elle voulait créer une marketplace. Il y en a beaucoup aussi qui veulent créer des marketplaces aussi. C'est à la mode. Ouais. La meuf a voulu concurrencer Uber Eats pour faire des livraisons des commerces aux clients, mais dans les petits villages ou dans les villes moyennes. Tu vois. Là, en gros, où Uber Eats ou Uber concrètement n'est pas encore implanté. Et donc du coup, bon, acquisition, c'était elle allait demander aux commerçants s'ils voulaient bien s'inscrire sur sa plateforme, tu vois, qu'ils mettent après à jour leur listing dessus, et que après, bah du coup, il faut attirer du trafic sur ton application pour que les gens commandent. Après, il fallait qu'elle trouve des livreurs. Donc au début, elle voulait faire elle-même les livraisons. Ouais. Ah oui, un sacré projet, ouais. et du coup, après, livrer les clients, les commandes qu'elle avait, tu vois. Je me dis, ça va être dur, quoi. Franchement, ça va être dur, quoi. Parce que déjà, tu vas faire ça dans des petites villes. Donc généralement, c'est des villes qui sont un peu éclatées, où t'as de la distance. Ouais, Généralement, entre le centre-ville, centre-ville et là où ils sont. Trouver des livreurs, si le mec il a 2 commandes par jour, et c'est pas grâce à ça qu'il va vivre, qu'il va pouvoir vivre. Toi, aller demander aux commerçants s'ils veulent bien s'inscrire sur ta plateforme, tu vois, pour après, elle faisait après des packs, des photos pour les vêtements, les trucs et tout. J'imagine le temps que ça va prendre, quoi. Et ça, tu vas faire ça pour, en gros, là, elle faisait ça pour sa petite ville là où elle était, quoi. Et après, essayer de le développer. Non, ça c'est dur. Ouais. Bon, et là, donc, la première année, elle visait 40 000 euros de chiffre d'affaires, quoi. Bon, bah, 40 000 euros de chiffre d'affaires. Ouais, tu vis pas. Ouais. Donc, bon, ouais, tu sais que ça va être des projets, ça va te prendre 2-3 ans. Au bout de 3 ans, ça va toujours pas décoller, et t'auras perdu 3 ans, quoi. Ah non, c'est clair. Donc ouais, non, c'est sûr que l'e-com, quand même, pas mal de respect pour les gens qui arrivent à se lancer, parce qu'on sait ce que c'est, hein, concrètement, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, de l'argent, et au final, c'est vrai que le retour sur investissement est quand même assez faible, quoi. Ouais, non, c'est clair, ouais. Après, moi, j'avais lancé, je sais pas si tu te rappelles, j'ai lancé un site de dropshipping pendant le confinement. Et, de barbecue, là. Ouais. Vas-y, raconte. Donc ça, c'était rigolo, c'est pendant le confinement, rien à faire, quoi. Et attends, le téléphone qui sonne. Et je me suis dit, pourquoi pas me lancer dans le dropshipping. Je regardais beaucoup de vidéos de Yomi. Et je me suis dit, pourquoi pas, je vais me lancer, quoi, je vais essayer. Et du coup, j'ai fait ça avec Steph. En une journée, on a cherché le produit. Donc j'ai cherché sur AliExpress, tu vois, le produit. Et je sais pas, c'était en avril, tu vois. Donc j'ai eu l'idée du barbecue, je regardais des trucs, des accessoires de barbecue, et je tombais sur un tapis de barbecue. Donc en fait, quand tu fais un barbecue, c'est à la grille. Et donc là, tu peux mettre un truc dessus, ça fait un espèce de plancha, et comme ça, tu peux faire cuire tes légumes et tout ça, ça tombe pas dans le barbecue, tu vois. Et j'ai regardé, ça coûtait rien, ça coûtait quelques centimes. Et il y a des gars sur Facebook qui faisaient la publicité, qui le vendaient. Donc je me dis, carrément, on fait ça. Et tu le vendais quoi? C'est 30 €, quoi? Donc ouais, c'était 30 €, promotion 20 €. Et t'avais 3 tapis. Ok. Et moi, ça me coûtait un peu moins de 3 € livré en France. Tu vois. Ouais, avec la livraison. Ouais. Ouais, donc ça va. Ah ouais, et du coup, on s'est fait un logo, on a appelé ça Le Chef, c'est moi. On s'est fait une page Facebook. Et on a fait... on a pris la vidéo d'AliExpress, parce que des fois ils font des vidéos, on a repris, on a juste brandé avec le logo, tout ça.
Et bref, dans la journée, on a pu faire les premières publicités parce j'avais déjà une boîte, j'avais monté une boîte en Estonie. Je me suis dit un jour, je verrai à quoi ça sert. Parce que pour faire de la publicité, il faut avoir une boîte, il faut avoir un numéro. Ça. Et du coup, j'ai pu tout paramétrer dans la journée. Et bref, donc à la fin de la journée, on avait notre site Shopify, on avait notre DA avec notre logo, tout ça. On avait fait une fiche produit et on avait lancé les publicités Facebook. Ok, et donc là, c'était sur un site Shopify en monoproduit. Monoproduit. Uniquement la page produit, quoi. Exactement. Pas de page d'accueil, rien du tout. Non. Et après, tu avais l'upsales où quand le mec il validait son panier, et après il pouvait acheter pour. C'était des marqueurs, tu pouvais marquer sur ton steak. Tu avais des lettres et tu pouvais écrire ton nom, un truc comme ça. Tu vois. Trump. Voilà. Et donc ça nous faisait de l'upsell là-dessus. Ok. Et après, tu avais un plugin qui, quand ça commandait sur ton site, ça commandait sur AliExpress. Quoi. Plugin payant, j'imagine. Plugin payant. Normal. Et bref, et donc j'avais l'application Shopify sur mon téléphone, et le lendemain matin, première vente, deuxième vente, troisième vente, et donc ça nous a fait bien délirer parce que en fait ça se voyait qu'on avait des ventes, et donc l'argent qu'on gagnait on le redépensait sur les publicités, mais on avait une énorme marge, quoi, donc on avait quand même des sous. En plus, bon, il n'y avait pas vraiment de TVA, tu vois, c'était pas... T'avais pas encore un cabinet fiscal de TVA. C'était pas génial. Et bref, du coup, on remettait tout en publicité. On dépensait pas mal en publicité, mais bon, ça fonctionnait, quoi. Et donc, toujours sur la même publicité ou tu changeais un peu ? Ouais, on avait fait une dizaine. Ok. Et quoi, c'était que photo ? T'avais fait des vidéos ? On avait fait photo, vidéo. Ok. Ce qui marchait le plus, c'était quoi ? C'était vidéo. Ok. Ouais, c'était la vidéo qui marchait le plus. Et la vidéo, on n'en avait qu'une. Du truc à AliExpress. Après, on avait trouvé une autre du concurrent où on avait masqué son logo, on avait mis une autre, tu vois, on avait fait des bandes noires, tout ça, pour en avoir une deuxième, tu vois. Et après, on avait commandé un pour nous, donc tapis de barbecue, on s'est dit on va faire des vidéos, mais on l'avait pas encore reçu parce qu'on venait de le commander, tu vois. Et ça mettait un mois pour arriver. Il était super ce site. Il y avait marqué livraison 3 jours. Non, il y avait marqué expédié. Voilà, expédié en 48 heures. Donc, c'est vraiment les méthodes de truand, quoi. À l'époque, dans Shipping. Ah, je n'étais pas fier. Mais bon, par contre, il y avait pas mal de gens qui envoyaient des mails ou quoi pour poser des questions ou quoi quand ils avaient. Quand au bout d'une semaine, ils recevaient pas le produit, tu vois, ils envoyaient des mails. Du coup, là, je répondais en disant. Tu faisais le support client, quoi. Ouais, je faisais un peu le support client quand même. Et bref, on en a vendu, je sais pas, genre 300, tu vois. Ok. En combien de temps ? Ça a duré 15 jours. Ok. Donc c'est quand même pas mal, tu vois, ça tombait, quoi. Et après, au bout de 15 jours, j'ai quand même arrêté. Parce que bon, c'était pas. C'était pas clean. C'était pas clean, on mettait pas de TVA. Parce que c'est la boîte estonienne, normalement, il fallait quand même s'inscrire. Mais à l'époque, il n'y avait pas encore de iOS, il n'y avait rien. C'était 2020. Et ouais, il n'y avait pas, ouais. Mais tu connaissais déjà un peu la TVA et tout, pas du tout ? Ah oui, bien sûr. Ouais, c'était court, quoi. Ouais. Mais ouais, non, j'ai fait ça, je me suis dit, ça va pas trop marcher. Et après, donc, comme ça commençait un peu à marcher, que voilà, il n'y avait pas de TVA, on recevait quand même pas mal de mails de clients qui n'étaient pas contents parce qu'ils ne recevaient pas leurs produits, ils se posaient des questions, tu vois. Et à chaque fois, je leur disais, bah non, ça va bientôt arriver. Donc après, bon, on a tout arrêté, quoi. Okay. Je faisais pas ça pour vraiment gagner de l'argent, je faisais ça vraiment pour m'amuser parce qu'on ne savait pas quoi faire, quoi. Donc ça, c'est petite expérience dropshipping où franchement, c'était quand même rigolo à faire, quoi. Et ça marche, tu vois. Faut trouver, je pense, le bon produit. Alors, tu vois, c'était avril, donc je pense début du printemps, il faisait super beau pendant le confinement, donc les gens ils faisaient des barbecues et ils tombaient sur la publicité. Là aussi, j'étais hyper surpris au départ quand j'ai ciblé les publicités Facebook, je mettais les hommes. Tu vois, tu peux vraiment cibler, surtout en plus en 2020, je crois que maintenant c'est quand même plus difficile de cibler. Et je mettais les hommes parce que je pensais que c'était les hommes qui faisaient des barbecues. Et après, on en a fait d'autres où on faisait pas beaucoup de critères. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était plutôt des femmes en fait qui achetaient. Donc je pense qu'ils achetaient soit pour elles, ou soit pour leur mari, ou pour leur famille. J'ai l'impression que c'était plutôt du coup, des femmes. Pour la fête des pères, trucs comme ça. Donc comme quoi des fois ça nous a bien remis en cause sur des fois tu as des a priori où tu penses que tu fais bien. Et donc c'est pour ça que c'est pas mal de faire beaucoup de tests sur les publicités parce que t'as pas forcément la bonne réponse au départ, quoi. Ok. Et est-ce que du coup tu mets moins de critères pour laisser l'algorithme lui choisir un peu tout seul entre guillemets, où il voit ce qui marche pas tout seul? Ouais, parce que tu vois, au début on disait on voulait exclure Paris ou les grandes villes parce qu'on s'est dit c'est plutôt les gens qui ont des maisons qui ont ça. Donc on s'était fait plein d'idées, tu vois, et finalement plus on mettait de critères et moins ça fonctionnait. Donc par contre ce qui fonctionnait vraiment, ce qui changeait, c'était les titres et les noms, tu vois, des publicités. Ok. Alors tu testais comment? Bon, on faisait
des idées, tu vois, on en mettait 3-4 avec la même photo ou la même vidéo, mais on changeait le titre, on changeait le descriptif. Ok. Et tu voyais qu'il y avait quand même des différences de pourcentage en fonction du taux de clic ou tout ça. Ok. Et donc, du coup, fin de journée, tu supprimais celles qui ne Ouais, on fonctionnaient attendait pas. 2-3 jours et on enlevait ceux qui ne marchaient pas et on boostait celles qui marchaient. Ok. Et à la fin, je me prenais moins la tête où on mettait que celles qui marchaient, on en mettait une, voilà. Ok. Et je te dis, ça a duré ouais, 15 jours, 3 semaines. Ok. Et en budget, tu mettais combien? C'était 300 € par jour, un truc comme ça. Ok. Ce qu'on gagnait en fait, on mettait ce qu'on gagnait. Ok. Des fois on mettait moins, des fois on mettait un peu plus, souvent on arrivait à la limite, tu vois. Mais réellement, j'ai pas vraiment gagné d'argent avec ça. Ouais, c'est Facebook qui a gagné de l'argent, quoi. Ouais. Facebook, le fournisseur chinois, il devait être content, je pense. Donc, Ok. donc voilà, et j'ai toujours mes tapis de barbecue parce que j'en ai acheté quelques-uns pour moi, jamais utilisé, mais Il n'y a pas de barbecue. toujours pas de barbecue, mais voilà. Ok. Non, mais c'est cool, bonne expérience alors. C'était rigolo à refaire et je recommande encore une fois à chacun d'essayer le dropshipping parce que ça n'a pas bonne réputation, mais il faut le faire quand même correctement, tu vois. Alors j'ai fait un peu à l'arrache, mais à refaire, je le referai vraiment bien dans les règles. Mais je pense que si tu fais vraiment bien dans les règles, Tu fais pas de ta marge. marge elle est pas énorme, quoi. Donc, Donc je pense que tu conseilles quoi alors pour se lancer? Aux jeunes qui nous regardent. Ou aux plus vieux, hein, si. bah, pour celui qui a jamais rien fait, la formation de Yomi, on en avait parlé dans la dernière vidéo, on disait qu'elle était surcotée pour quelqu'un qui avait déjà fait des business ou déjà fait des choses. Mais quelqu'un qui n'a jamais rien fait, je pense que c'est quand même une bonne idée de la faire, tu vois. Quelqu'un qui, voilà, t'as 19 ans, t'as jamais fait d'e-com ni rien. Bon, tu prends ta formation de Yomi, tu payes tes 1000 balles et t'apprends des trucs. Donc ça, je trouve que c'est quand même une bonne idée. Et après, il faut vraiment travailler sur son tableau Excel, sur ses marges. Je pense que c'est hyper important de, encore une fois, trouver le bon produit, mais surtout savoir si ta marge est bonne, quoi. Et bien calculer ta TVA si tu es en entreprise. Si tu es en auto-entrepreneur, tu n'as pas de TVA, donc ça va. Et faire attention à ces seuils, voilà. Travailler un peu sur ta marge et faire en sorte que ça soit compliance, je pense que c'est bien. Dès le départ, quand même. Tu vois, si tu dors mieux, voilà. Et aussi, pas dire que c'est expédié en 48 heures. Dire la vérité à tes clients parce que tu reçois quand même beaucoup de mails en disant que le mec il est pas content et ça te fait pas plaisir de monter quelque chose où en face tu sais que le mec il est pas content, tu vois. Quand tu montes quelque chose, tu as envie d'en être fier, tu as envie d'en parler autour de toi, tu as envie de donc ouais, à refaire, je referais différemment quand même. Oh, mais du coup, tu mets quoi? Tu mets des livraisons 3 Alors soit tu semaines? trouves des fournisseurs parce que maintenant AliExpress ils font des livraisons courtes, mais tu mets la vérité, quoi. Ou tu le mets pas, au pire. Tu mets pas sur la première page, la page de vente, tu mets pas ta donnée de livraison, tu vois. Tu le mets dans tes CGV, et le mec, s'il est curieux, bah, il va aller voir et c'est marqué. Mais là, marquez-nous 48 heures expédiées. Bon, c'était quand même. Ah, moi, je m'étais fait avoir, j'avais acheté une bouée gonflable pour Lewis, Pour la piscine. pour la piscine. Et je l'avais reçu fin d'été, quoi. Et j'avais pas compris, mais ça, je me suis fait avoir et tout. J'ai J'avais bien pas de reçu, quoi. réponse. J'avais pas de réponse du site. Et un jour, je l'ai reçu, quoi. Mais genre, ouais, plus d'un mois après, quoi, tu vois. Ah. Je m'attendais même pas, tu vois. Donc, c'est sûr que, en tant qu'expérience client, c'est chiant, quoi. Tu te dis, putain, je me suis fait avoir. Donc, du coup, tu te recommandes pas, tu peux pas recommander. Donc, du coup, ta publicité Facebook, elle sert que pour un client, quoi. Ah non, c'est clair. Ouais. Mais après, Yomi, il fait des fois des vidéos avec des personnes qui ont suivi sa formation et qui ont des vrais succès. Alors, je pense qu'il y en a beaucoup qui arrêtent comme nous rapidement, et tu en as, je pense aussi pas mal qui réussissent. Et là, je me rappelle, c'était 2 cofondateurs, ils ont créé, je me rappelle plus le nom de la marque, mais c'est des élastiques pour faire des exercices à la maison. Et leur marque, elle a cartonné, mais ils faisaient super attention justement à leur image de marque, que les produits soient de qualité, que les délais de livraison soient corrects, etc. Parce que justement, leur but c'était de créer une vraie marque, une vraie communauté autour du sport, autour de leurs produits, pour qu'après, quand ils créent un autre produit autour de leur univers, les clients ils puissent retourner dessus sans repayer la publicité, quoi. Ah, bien sûr que ça c'est hyper important. De pouvoir justement utiliser à tes clients pour qu'ils rachètent, quoi. Ouais. Donc voilà. Et même sur les tableaux de marche, tu disais, tu vois, de faire un bel Excel. Nous, on le voit là avec Amazon. Tu vois, quand chaque fois on se pose pour parler de notre projet, on est sur notre tableau à regarder justement les marges, tu vois, bien vérifier justement si
si les frais Amazon sont bien dedans, tu vois. Ah ouais, bah, surtout que de quelques centimes, ça Ça te te change modifie tout, complètement ta marge et ton projet, quoi. Mm. Bah, si tu crois que tu as 25% de marge et en fait tu as oublié 2-3 trucs et en fait tu te retrouves à 15 ou 12, C'est plus la même histoire, hein. c'est ça. Hein. Non, c'est clair, ouais. Donc, et là aussi, hein, sur le choix du fournisseur, savoir si tu dis, bah, tu as tout type de fournisseur, tu vois. Tu peux trouver un produit qui vaut que dalle, et pour le même produit, tu as un autre fournisseur, il va te faire 3 fois le prix. Mais il faut voir la qualité que tu veux mettre, tu vois. Encore une fois, je pense qu'il faut faire quelque chose où tu es fier de la marque que tu fais, et donc c'est important de prendre ça en compte, de dire, ok, il ne faut pas faire que sur ta marge parce que tu veux prendre le moins cher possible. Si tu fais pas de la qualité, tu ne seras pas fier de ce que tu fais, je pense que ça vaut pas le coup. Mais après, à l'inverse, il faut que tu restes un chef d'entreprise et que tu maîtrises tes coûts, parce que pour que ça soit viable et que tu puisses en vivre, il faut se préoccuper de ça, quoi. Donc ouais, la partie compta, finance est super importante. Ouais, complètement. Donc Bon. voilà. Belle expérience alors. Voilà, c'était rigolo. Ah, mais en plus, après, avec le dropshipping, si tu vois que ton produit fonctionne et que justement, t'as pas quand même menti sur ta communauté et tout, bah, tu peux après le faire évoluer en te disant, bon, bah là, j'arrête le dropshipping, donc du coup, je peux négocier avec mon fournisseur, bah, du coup, des quantités, les faire un prêt importé en Europe, stocker avec un logisticien. Tu peux commencer après, du coup, sur Amazon aussi, si tu veux. Donc, tu peux très bien faire évoluer ta boîte. Ah, mais Tu vois, sans complètement. aucun Là, problème. les gars des élastiques, là, ils ont fait 6 versions en tout de leur produit, tu vois. Au début, c'était un produit qui n'était pas génial, et au fur et à mesure, ils l'ont fait évoluer. Et après, ils ont arrêté le dropshipping parce qu'ils avaient assez de sous, du coup, pour créer leurs propres produits. Donc, t'as raison, c'est ça, c'est au fur et à mesure. Mais bon, faut passer ces steps. Mm. Oui, c'est sûr. Et c'est pas parce que le premier produit n'a pas marché que le deuxième ne fonctionnera pas, tu vois. Faut tenter, hein, faut se lancer. Hein. Ouais. Nous, on avait failli lancer notre legging. Ouais. Bon, on l'a pas fait, mais parce qu'on n'a pas trop le temps, mais c'est sûr que, ouais. Donc bon, ça fait combien de temps? Ça fait déjà un petit moment. Moi, il faut que j'y aille. Ok. J'avais dit que j'ai pas beaucoup de temps. Ça marche. Mais le sujet était cool, j'espère que ça vous a plu. Dites-nous un peu si c'est des sujets sur notre expérience qui n'ont pas forcément fonctionné, hein. Il y en a qui fonctionnent pas. Souvent, on parle souvent des succès, on fait des millions avec du dropshipping ou avec du site e-commerce. Je trouve que c'est aussi cool de partager des expériences qui n'ont pas fonctionné, ou avec des simples gars qui essayent de créer des business, et des fois ça marche, des fois ça marche pas. Donc ça, je trouve ça assez cool. Dites-nous si vous aimez aussi ce type de contenu, voir si on continue à en faire. Et si vous avez des idées de sujets, partagez aussi votre expérience, likez, abonnez-vous, voilà, avec grand plaisir. Bon, bah écoute, on te laisse partir alors. Bon, à bientôt. Vas-y.